Yaorana et bienvenue dans Manava. En ces périodes de pluie, certaines maladies ou infections peuvent être contractées. Parmi celles-ci, la leptospirose. Alors, comment la soigner? Comment l'éviter? Nos invités nous en parlent. Avec moi aujourd'hui, j'accueille Erwan Euler, qui est chef du service de médecine interne au CHPF. Mareva Vigneron, qui est ingénieur sanitaire au centre de santé environnementale. Et Miho Mapotoeke, qui est épidémiologiste au bureau de veille sanitaire. Ça te fait rigoler, hein? Ravi de vous accueillir tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Mio, qu'est-ce que la leptospirose? Alors, la leptospirose, c'est une maladie qui est transmise principalement par les rats. Parce que dans l'urine des rats, il y a une bactérie qui s'appelle les leptospires, qui peut être transmise dans les rivières ou les flaques de boue. Et en fait, au contact de cette eau contaminée, les personnes qui ont des petites blessures, des petites égratignures, même si elles ne se voient pas à l'œil nu, peuvent être contaminées et contracter la maladie. Alors, on contracte cette infection toujours de la même façon ou il y a plusieurs façons de la contracter? Il y a plusieurs façons de la contracter. On peut la contracter de manière directe en étant directement en contact avec les rats, par exemple, mais il peut aussi être transmis par les chiens, les porcs ou encore les bovins. Lorsqu'on les touche, par exemple, les rats, c'est quand on a des attrape-rats à la maison, des tapettes, et qu'on va retirer le rat de la tapette avec ses mains. C'est une source de contamination. Mais on peut être contaminé de manière indirecte quand ils font pipi dans de l'eau et quand on va faire, par exemple, des randonnées ou quand on a un métier plus ou moins à risque, comme par exemple les agriculteurs, les éboueurs ou encore ceux qui sont en contact avec les eaux usées. Ou les gars qui travaillent dans les entrepôts, il y a plein de choses, ce genre de C'est choses. ça, ou ceux qui travaillent encore à la direction de l'équipement et qui vont curer les caniveaux. Ouais. Est-ce qu'il y a différentes formes de leptospirose? Et est-ce qu'il y en a qui sont mortelles? Il y a plusieurs bactéries, plusieurs souches de bactéries qui peuvent être à l'origine de la maladie. Il y en a une qui est le plus souvent retrouvée et c'est elle qui est la cause des formes les plus sévères. Alors, nous avons également sollicité Tommy Auger, qui est un patient atteint de la leptospirose, et nous lui avons demandé quels étaient ses symptômes et comment s'est développée la maladie. On l'écoute. Premier symptôme, c'était état grippal au début, donc fièvre, douleur musculaire. C'était un vendredi matin, je me suis pas plus inquiété que ça parce que bon, c'est pas la première fois que j'ai la grippe et voilà quoi. J'ai quand même été chez le toté parce que bon, bossant dans le sport, c'était un petit peu compliqué d'assurer mon travail dans cet état-là. Et donc ça, c'était le vendredi, toute la journée, ça a passé. J'étais pas bien, mais c'est passé. Le samedi, mon état empirait clairement. Dimanche, encore pire. Et du coup, c'est le dimanche, j'ai pris la décision d'aller voir le toté de garde, justement, qui là, m'a mis sous antibio. Et suite à ça, donc, il m'a prescrit des analyses de sang pour vraiment savoir ce que j'avais. Et c'est une semaine après où on a découvert, enfin, il a découvert que j'avais la lepto. Donc, ça a mis un petit peu de temps à venir. En termes de symptômes, ouais, les premiers, c'était l'état grippal. Donc, ouais, fièvre, douleur musculaire qui empirait. Et le samedi, dans l'après-midi, je crois, il y a des gros ganglions qui sont apparus au niveau de l'aine. Donc, voilà, un petit peu bizarre. Et ouais, globalement, c'était ça. Mais vraiment, en état où une faiblesse, mais c'était compliqué. Bah, tu vois, je suis en appart du lit jusqu'au canapé, il y a 5 mètres entre les deux, hein. Je faisais le déplacement, j'optimisais le truc, quoi. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon à chaque fois, quoi. Donc, très, très compliqué, quoi. Alors, Erwan, comment est-ce que ça peut être diagnostiqué, le période d'incubation? Et donc, Tommy nous parlait des symptômes qu'il a pu avoir. Et tu peux nous parler de tout ça? Ouais, Tommy explique bien finalement la symptomatologie de la leptospirose. Donc, ça ressemble à un syndrome grippal, donc ça ressemble à la grippe. Le patient va commencer à avoir d'abord de la fièvre qui va aller en empirant, ça va monter jusqu'à parfois des plus de 42 fièvres, des frissons. Les patients décrivent des douleurs vraiment très diffuses, donc dans les muscles, dans les articulations, des maux de tête, mal de C'est un gorge, mélange mal de de ventre. grippe et de dingue. Ça ressemble, la dengue, c'est un peu la même chose, ça ressemble à un syndrome grippal, donc les symptômes sont pas très spécifiques, c'est-à-dire qu'on les retrouve dans ces trois maladies-là, enfin dans Mhm. beaucoup d'autres maladies, et parfois dans la leptospirose, on peut voir des crachats sanglants, on peut voir des yeux qui commencent à jaunir, donc une jaunisse au niveau des yeux. Euh, Tommy parlait de ganglions. ou des ganglions. Alors, les ganglions, c'est pas la forme la plus classique, mais ça peut effectivement se voir.
Donc ça, c'est des signes qui doivent mettre en alerte et donc qui doivent faire penser à aller voir son médecin traitant pour justement être sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait faire évoquer la leptospirose. Et donc ça, le médecin va le diagnostiquer donc en faisant un examen clinique, donc en examinant son patient, qui le plus souvent n'a pas trop de symptômes. Et c'est vraiment sur la prise de sang que le médecin va faire le diagnostic. Et découvrir la bactérie dont tu parlais tout à l'heure. Alors Exactement. c'est sur des arguments un peu plus indirects. On a du mal à découvrir la bactérie en elle-même qui nécessite des moyens un peu particuliers. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut dans les laboratoires en Polynésie pour faire la détection de la leptospire. Période d'incubation, c'est-à-dire est-ce qu'on va être contaminé tout de suite, enfin on va être mal tout de suite ou il y a quelques jours avant que Alors, ça se manifeste? en moyenne, on est aux alentours de 7 jours, entre le moment où la leptospire va pénétrer dans l'organisme, donc soit par la peau, soit par les muqueuses, donc les muqueuses oculaires ou de la bouche. Et donc le début des signes de la maladie, on compte en gros en moyenne 7 jours. Parfois, ça peut être un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Mariva, est-ce que c'est une infection très présente au Fénois? Alors oui, on a beaucoup de cas qui sont recensés au Fénois, comparativement à d'autres pays ou même par rapport en France, par exemple. Donc c'est vrai que le côté tropical avec beaucoup de zones humides permet aussi le développement, enfin favorise l'apparition de ces pathologies. Donc oui. Alors, Donc, Miao a commencé à en parler un petit peu, mais est-ce il y a des domaines plus particuliers qui sont touchés? Donc, on parlait, on va dire, des gens qui, évidemment, s'ils doivent curer les caniveaux, tout ça, on est en plein dedans. Mais ça peut être aussi, comme le disait Tommy, les sportifs, donc quand ils vont dans le lagon, ce genre de choses? c'est ça. Alors, en effet, il y a des personnes qui vont être plus à risque de par leur métier. Donc, les éleveurs et les agriculteurs qui, eux, vont généralement être au contact, on va dire, régulier de zones possibles de contamination. Après, les randonneurs et ceux qui vont notamment dans le milieu où le rat peut exister et donc il peut y avoir cette pathologie. Donc, tout ce qui va être rivière stagnante, donc la baignade dans ces eaux douces peut également être une source d'infection. Donc, alors, juste par rapport au lagon, normalement, la bactérie ne survit pas en milieu salin. Par contre, aux embouchures de rivières où on va avoir à la fois un milieu eau douce et eau de mer, on peut encore en retrouver. C'est très Donc, clairement pour ça qu'on évite précise les embouchures. toujours les embouchures, Voilà. les lendemains de pluie, on prévient les surfeurs en disant C'est faites ça. attention. Et tout ce qui est rivière, notamment avec les eaux douces qui peuvent stagner et être une source de contamination. Mais Mio, est-ce qu'il y a des circonstances aggravantes? Est-ce que, alors, tu as parlé du milieu tropical qui fait que on va dire, ça prolifère plus facilement. Mais est-ce qu'il y a des maladies qu'on pourrait déjà avoir qui vont faire qu'on va attraper plus facilement la leptospirose? Leptospirose. Fallait Je bien que je pourrais, savonne à un moment. je pourrais pas répondre à cette question. Alors, Erwan. Clairement, je pense que non. Je pense qu'il n'y a pas de maladie précessive de style diabète, hypertension, n'importe quoi qui serait un facteur favorisant de la leptospirose. C'est vraiment les conditions dans lesquelles on vit, où on travaille, où on a une activité de loisir qui font qu'on est à risque ou pas, quoi. Il n'y a pas spécialement, en fait, on doit être attentif, je dirais, tout le temps, quoi. Tout, c'est tout le temps. Oui. Les enfants peuvent attraper ça plus facilement. Est-ce qu'il y a une forme de faiblesse si on est plus jeune, les bébés, les enfants, ainsi de suite? Par exemple, l'année dernière, les enfants de moins de 10 ans étaient les moins touchés par la Donc c'est le contraire. leptospirose. Donc, ouais. Et on observe en fait ces dernières années un vieillissement de la population touchée, où il y a 10 ans, par exemple, il y avait seulement une personne sur 10 qui était touchée de plus de 60 ans, et maintenant on a une personne sur 5 de plus de 60 ans qui est touchée. Donc les personnes les plus âgées sont de plus en plus touchées par la leptospirose. Après, ça pourrait s'expliquer par le fait que les personnes, on va dire à la retraite, peut-être, sont un peu plus actives et vont un peu plus dans le fapou pour avoir ses propres légumes, ses propres fruits. Erwan, est-ce qu'il y a alors, comment est-ce qu'on traite cette infection et quel type de traitement on va devoir prendre? Donc la leptospirose, c'est une maladie bactérienne, donc c'est les antibiotiques qui vont être utilisés par le médecin traitant le médecin pour traiter la leptospirose. Donc c'est des antibiotiques assez simples, les mêmes qu'on utilise pour le traitement de l'angine, par exemple.
Et au-delà de l'antibiotique, bah, c'est des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qu'ils vont être efficaces sur les symptômes, notamment le Doliprane ou le paracétamol pour les douleurs, pour la fièvre, et bien sûr les conseils d'hydratation en présence de troubles digestifs type nausées, vomissements, diarrhée, etc. Donc pas spécialement de risque d'effet secondaire avec les traitements. Non, 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 du tout, non. Alors on a aussi posé la question, on a posé la question à Tommy sur ce qu'il sait de cette maladie et ce qui l'en inquiète, on va dire. Alors, on écoute sa réponse. J'avais très peu d'informations, mis à part que c'est propagé par l'urine de rat, je crois, quelque chose comme ça. Et où je l'ai attrapé, j'en ai pas la moindre idée. Ce qui m'a surtout inquiété, c'est le fait de pas savoir au début, parce que avant d'être diagnostiqué leptospirose, il s'est passé une semaine. C'était long, c'était très très long quoi. Et ouais, sur la fin, psychologiquement, ça tirait un peu quoi. Et à partir du moment où j'ai su ce que j'avais, j'étais pas forcément rassuré ou quoi que ce soit, mais au moins je savais ce que j'avais déjà d'une part. Et après, bon, j'ai cherché un petit peu sur Internet ce que ça pouvait donner sur la suite, quoi. On peut en mourir, ça, si c'est pas traité. Ça, déjà, c'est un peu stressant, quoi. Et non, sinon, ouais, bah, comment ça s'attrape, l'incubation, comment ça fonctionne à peu près, et voilà, quoi. Les symptômes, enfin, je regardais bien si ça correspondait à ce que moi j'avais eu, tout ça. Ça correspondait plutôt pas mal. Alors là, ce sont des questions, je dirais, qu'on se poserait tous hein, si on était face à ça. Et Mareva, est-ce qu'il y a alors il y a des métiers qui sont plus exposés que d'autres et surtout comment est-ce qu'on peut se protéger? Quels sont les bons gestes à avoir? Alors, en effet, il va y avoir deux choses. Soit on est obligé finalement d'aller au contact de ces milieux qui peuvent être contaminants, et à ce moment-là, on se protège, par exemple en portant des bottes pour éviter au niveau des pieds, des gants au niveau des mains. On va se laver fréquemment les mains dès qu'on a fini de toucher tout ce qui est boue ou jardin, ou même les éleveurs qui vont être voilà, au contact des animaux. On a les randonneurs qui vont aller en effet dans les milieux là aussi où il peut y avoir une contamination. Donc là, c'est pareil, il faut qu'ils fassent attention. Alors c'est vrai que c'est difficile de porter des bottes pour aller faire de la randonnée. Néanmoins, là où il faut une vigilance, c'est que en retour de randonnée, si on commence à présenter les symptômes, il faut tout de suite finalement s'orienter vers ce diagnostic-là par suspicion, après, par précaution. Donc voilà, c'est difficile de lutter, mais par contre, voilà, il faut vraiment y penser et consulter rapidement. Et ensuite, il y a la deuxième chose, c'est finalement, c'est le rat qui vient à nous. Donc là, on est chez nous, on est en appartement, on est dans une maison, et il y a aussi la possibilité, voilà, que le rat vienne parce que il y a des aliments qui traînent, il y a des déchets qui traînent, et donc là, les mesures de lutte, c'est déjà de la lutte contre les nuisibles si on est vraiment infesté, et puis toujours d'éviter de laisser traîner des denrées alimentaires qui vont forcément attirer les nuisibles pour éviter de se contaminer chez soi finalement avec des boîtes de conserve qui auraient pu être contaminées par de l'urine ou des aliments qui ont été grignotés la nuit par les rats et de l'urine qui peut traîner sur les plans de travail par exemple. Donc voilà, il y a vraiment les deux volets. Et on entend souvent parler, on précise aux enfants, on leur dit attention, évite de nettoyer la canette quand on vient de l'acheter, et on entend toujours parler du pipi de rat dans les entrepôts. Ça ne veut pas dire que les entrepôts sont sales, mais on est en milieu tropical, donc ça peut arriver. Voilà, C'est on aussi peut simple que ça. difficilement lutter contre le nuisible, mais par contre, il faut qu'on soit averti pour que justement derrière on puisse lutter, nous, Avec mettre des en gestes œuvre simples des... au Voilà, quotidien, on va dire. c'est ça. Dans sa réponse, Tommy nous parle du fait que ça soit mortel. Est-ce que c'est une réalité? Quelle est la réalité des choses, Erwan? C'est effectivement une maladie qui peut être mortelle. En 2023, il y a eu 2 décès quand même en Polynésie liés à la leptospirose. Heureusement, le taux de mortalité est quand même très très faible, mais c'est quand même une maladie qui souffre du délai d'attente de l'introduction d'un traitement antibiotique. D'où cette recommandation donc, aux patients de consulter leur médecin traitant assez rapidement pour avoir un traitement antibiotique le plus rapidement possible. Donc, tous les médecins sont sensibilisés à ce problème, et c'est vrai qu'en Polynésie, tous les médecins envisagent systématiquement la leptospirose, alors qu'en métropole, c'est une maladie qui est très très rare et qui est très rarement vue par les médecins. Ça fait partie de la checklist. Ils savent qu'ils doivent rechercher ça et être attentifs à ça. C'est en haut de la checklist même, je dirais.
Est-ce qu'il y a des traitements, alors tout à l'heure on parlait de métiers à risque, est-ce que dans ces métiers à risque, il y a des vaccins ou des traitements préventifs qui existent? Alors oui, il existe un vaccin qui ne protège pas contre tous les types de leptospirose, on va dire, de leptospire, mais il peut être intéressant de prescrire justement dans ces métiers à risque. Mais par contre, il ne protège pas à vie. C'est-à-dire que tous les 2 ans, il va falloir reprogrammer un vaccin de leptospirose si les personnes sont toujours en contact et à risque par rapport à la leptospirose. Et ce vaccin, on le demande ou alors, je veux dire, c'est la médecine du travail, question toute ça, mais c'est la médecine du travail qui analyse ou qui identifie le fait qu'on soit dans un métier à risque pour la leptostyrose et qui nous conseille de le faire. Erwan, tu sais? C'est un vaccin qui est effectivement pas très très efficace, qui garde une efficacité uniquement pendant 2 ans, donc il faut le refaire tous les 2 ans, qui protège pas contre tous les leptospires, qui coûte cher et qui n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que dans les métiers à risque, si la médecine du travail et le patron de l'entreprise, quelle qu'elle soit, est OK, il pourra y avoir conseil de réaliser le vaccin, mais Il est pris en charge? il n'est pas pris en charge, non. D'accord. Donc ouais, je suis Le plus, surpris par la réponse. le plus souvent, le vaccin n'est pas pris en charge. C'est ce qui pose problème et c'est pour ça qu'il est très peu réalisé finalement. D'accord, oui, bah, j'imagine, les gars qui bossent sur l'entrepôt ou tout ça, s'ils doivent payer leur propre vaccin, ça doit être un frein aussi, donc peut-être bien d'y réfléchir. On parlait tout à l'heure du fait que cette infection peuvent être transmissibles par rapport aux animaux, par les animaux. Est-ce qu'il y a des traitements, par exemple, sur les animaux domestiques, justement préventifs aussi, pour éviter ça? Je ne sais pas, parce qu'en fait, la plupart du temps, les animaux, eux, ne présentent pas de symptômes. Donc, on dit qu'ils sont des porteurs sains. Et même un chien, par exemple, il peut être porteur de la leptospirose sans présenter de symptômes. Donc, si on ne recherche pas la bactérie chez l'animal, difficile de savoir qu'il faut le traiter. Donc, je peux très bien caresser mon chien et me retrouver avec la leptospirose sans qu'il y ait eu de signes. Peut-être pas juste en le caressant, mais si éventuellement tu es en contact avec l'urine de ton chien, c'est possible. D'accord, donc on en revient toujours au fameux geste dont on parlait tout à l'heure, Marie-Eva, c'est d'être très attentif à tout ça, puisque c'est difficilement décélable, on va dire. C'est ça, difficilement décelable et puis difficilement évitable finalement d'aller, de marcher, de faire son jardin, d'aller faire. Enfin voilà, c'est des milieux où on est confronté finalement quotidiennement, donc c'est juste d'avoir cette attention. C'est vrai qu'on a eu par le passé des enfants qui ont été dans un camp de vacances, ils ont été à la presqu'île. Ils avaient la journée marché sur les plateaux récifaux avec un certain nombre d'entailles finalement au niveau des pieds. Puis après, ils ont fait des jeux de guerre un peu dans la boue. Et voilà, tout de suite, ce sont des facteurs de risque. Et derrière, on a eu quelques cas de leptospirose. Donc, voilà, on ne va pas leur interdire d'aller faire des colonies de vacances au Fénois-Échélé ou voilà, dans des zones où on a des risques. Néanmoins, derrière, c'est juste d'avoir une attention particulière. Dès qu'on commence à présenter les symptômes, il faut tout de suite consulter. Est-ce que c'est transmissible entre humains? Pas à ma connaissance, non. C'est pas décrit. Mais Ouais, en fait, il y a encore plusieurs choses qu'on ne sait pas spécialement sur les leptospiroses, quoi. Après, généralement, sur les cas sur lesquels on a eu jusqu'à présent, c'était la personne qui est l'éleveur ou l'agriculteur qui développe la maladie. On n'a pas d'autres cas dans la famille du fait que cette personne était malade. Donc, Est-ce qu'il y a un impératif de déclaration? Est-ce qu'on doit, je l'attrape, est-ce que je dois le déclarer, je sais pas, à la CPS, à mon médecin traitant, ce genre de choses? Alors, normalement, la leptospirose est une maladie à déclaration obligatoire. Donc, ce sont soit les professionnels de santé ou soit les laboratoires qui effectuent l'analyse. Donc qui moi, si font je la décide de le faire, mon déclaration. médecin va le faire ou le laboratoire qui a fait l'analyse va le faire aussitôt. Normalement, oui. Et ils sont censés transmettre le formulaire au bureau d'aide sanitaire. Et pour quelle raison? Elle fait partie de la liste des maladies qu'on surveille. Et étant donné la sévérité de la maladie, si le traitement n'est pas fait à temps et tout, c'est important de le déclarer pour que aussi nous, par la suite, on puisse faire des investigations et essayer de déterminer un petit peu la cause lorsque c'est possible, parce que c'est pas toujours possible. Les gens ne se rappellent pas forcément ce qu'ils ont fait dans les 15 jours avant d'avoir eu les symptômes, mais lorsque c'est possible, ça nous permet de déterminer l'origine de la maladie. Est-ce qu'on considère qu'on a plus de leptospirose en Polynésie? Est-ce que la prévention est efficace? Est-ce que les gens sont
suffisamment alertés ou au courant des risques? À chaque fois qu'on a des cas, le bureau de veille sanitaire, on a un infirmier d'investigation qui se charge majoritairement de faire les investigations. Lorsqu'il appelle les gens et qu'il arrive à les contacter, de manière générale, ils savent que c'est le rat qui transmet la maladie, mais n'appliquent pas forcément les mesures de prévention. Donc, malgré les nombreuses campagnes qu'il y a déjà eu auparavant, les mesures ne sont pas forcément appliquées. Peut-être que c'est difficile lorsque les gens ils sont tout le temps dans leur farpour, lorsqu'on va en randonnée, comme Mariva le disait tout à l'heure. Ça peut être difficile d'appliquer ces mesures de prévention, mais c'est essentiel quand même d'être averti et de se dire que, OK, j'ai fait telle activité qui est éventuellement à risque. Lorsque j'ai des symptômes, quand je vais chez mon médecin, je l'avertis de mes activités. Arwan, est-ce qu'on peut être porteur de la leptospirose et ne pas le savoir? Est-ce qu'on peut être, alors je sais pas si c'est le terme, porteur sain, je suis pas sûr du terme, mais est-ce que on peut ne pas avoir les fameux symptômes dont on parlait tout à l'heure et porter la leptospirose? Oui, exactement comme dans la grippe ou la dengue, où il y a des formes qui sont totalement asymptomatiques et des formes qui sont peu symptomatiques avec une fièvre à peine élevée, quelques petites douleurs, et puis ça va guérir en quelques jours. Et à l'inverse, il y a des formes qui sont extrêmement sévères qui peuvent mener jusqu'au décès. Alors, Tommy a souhaité vous poser une question, on l'écoute et vous y répondez ensuite. Je voudrais bien poser une question au Toté si c'est possible. S'il y avait des séquelles sur le long terme en fait de cette maladie, quoi. Alors, il n'y a pas de séquelles connues de la leptospirose, en dehors éventuellement des formes graves où il peut y avoir un retentissement cardiaque et avoir un cœur qui va nécessiter quelques mois avant de se remettre comme il était auparavant. Donc, non, la réponse est plutôt non, pas de séquelles. Alors, est-ce qu'on en guérit ou est-ce qu'on en garde des traces? Est-ce qu'il faut garder un traitement à vie? Alors, aucun traitement à vie. Parfois, donc encore une fois, dans les formes les plus sévères, quand il y a une atteinte rénale sur un rein qui serait déjà un peu abîmé à cause du diabète ou d'autres maladies, il peut y avoir Une sensibilité, on va dire. voilà, une destruction un peu plus intense du rein qui était déjà un peu fatigué. Donc, ça peut être une séquelle, mais qui serait uniquement biologique. Après, sur le plan clinique, de symptômes, tout disparaît en quelques jours. C'est-à-dire que si on n'a pas de chance ou si on est dans un métier à risque, on peut la rattraper 2 ans après, 3 ans après. On n'est pas spécialement immunisé. Pas à vie. Tout à fait. Cette notion-là, justement, est bien comprise par tout le monde, on va dire, où il faut bien à chaque fois l'expliquer et appliquer des contrôles type dératisation, ce genre de choses? Alors, c'est vrai que pour toucher tout le monde, c'est toujours assez difficile. Donc, nous, on contribue avec la direction de la santé à faire des messages de prévention, des communiqués de presse, notamment en période de forte pluie, puisqu'on sait que c'est là où la bactérie va être plus abondante dans l'environnement. Après, c'est vrai que voilà, on a des plaquettes d'information également, sur la maladie, les moyens de lutte, et donc ça contribue également à informer la population. Où est-ce qu'on peut se procurer ces plaquettes ou d'autres, hein? Oui, alors celles-ci, elles sont disponibles au centre de santé environnementale et également sur le site internet de la direction de la santé. Donc après, nous, il y a toujours une ouverture au public si les personnes veulent avoir plus de renseignements. Après, voilà, ce sont des communiqués qui sont rappelés en tout cas tous les ans. Je suis dans mon FAPU, alors on va dire, je vais être en contact, mais ça je vais pas m'en rendre compte. Si on a une morsure de rat, est-ce qu'il y a un geste particulier à faire rapidement pour essayer d'empêcher la contamination, ou alors ça c'est complètement fantasmé, il faut simplement aller voir le médecin? Je pense que probablement qu'il faudra quand même aller voir le médecin. Alors, déjà, les conseils de base, c'est de nettoyer la plaie, hein, la première chose à faire. Et ensuite, d'aller voir le médecin qui va juger ou non de l'intérêt d'une antibiothérapie. Mais en cas de morsure par un rat, oui, je pense qu'il faut quand même consulter rapidement. Donc à nous de rester vigilants et en cas de doute, on contacte son médecin traitant tout simplement. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur le site de TNTV. À suivre le VA. Nous, on se retrouve demain à 17h15. Bonne fin de soirée sur TNTV.